Donc la présentation que je vais faire maintenant a été préparée avec ma collègue de l'Université de Rouen, Nadine Dermit-Richard. Comme vous pouvez le voir, il va s'agir d'une évaluation comparative de l'évolution des droits télé, aussi bien pour la Première Ligue anglaise que la Ligue 1 française. En fait, depuis les débuts des matchs télévisés dans ces deux ligues respectives. Donc la période retenue est 1980-2020. Alors quelques chiffres, je vais passer assez vite là-dessus, mais juste pour vous remettre en tête les montants actuels. On a beaucoup parlé des droits télé de la Première Ligue anglaise, notamment le prochain deal 2016-2019. Donc les montants, vous pouvez les voir, je les ai transformés des livres sterling en euros pour faciliter la comparaison avec les données françaises. Donc 2016-2019, comme vous pouvez le voir, c'est 6,7 milliards d'euros uniquement pour les droits télé nationaux, uniquement sur le territoire du Royaume-Uni. Il est possible qu'une fois que tous les deals, tous les contrats ont été complétés avec l'international, on pourrait monter pour ces 3 saisons, à 11 milliards d'euros. Donc, autrement dit, 3,65 milliards d'euros par année. Pour mettre en perspective, ayez juste à l'esprit qu'en 1983-85, donc les tout premiers contrats de télé pour la Première Ligue anglaise, on était à 4,6 millions d'euros, et non pas milliards. Donc ça vous donne une idée de la différence et de l'évolution vertigineuse des droits télé. C'est également vrai en France, pas tout à fait à la même étendue, mais on est passé de 2 millions d'euros en 84-85, la première fois où Canal+ est apparu sur le marché français et a commencé à retransmettre les droits télé. Et pour la période 2016-2020 à venir, on sera à 748,5 millions d'euros. Donc moins qu'en Angleterre, mais ça reste une évolution quand même très forte. Alors juste une petite note, là, les montants que vous voyez pour la France, il s'agit en fait des montants à la fois pour la Ligue 1, mais également la Ligue 2 et redistribution au sport amateur. Autrement dit, ce n'est pas uniquement pour la Ligue 1. Par la suite, je vais vraiment focaliser la comparaison uniquement sur ce qui revient au club de Ligue 1, pour permettre une comparaison pertinente. Donc, très rapidement, la structure. Je vais faire une description de l'évolution des droits télé. Ensuite, essayer de détecter des variables explicatives potentielles. Quelques résultats statistiques. Si j'ai le temps, je vais développer un petit peu quelles sont les clés du succès de la Première Ligue anglaise. Et ensuite, une dernière diapo peut-être un peu provocatrice, on verra, j'espère que ça alimentera le débat, sur le futur du football européen masculin. Alors, la première diapositive de l'évolution des droits télé, c'est la vision globale sur la période 1980-2020. Je pense qu'elle a une petite faiblesse, cette représentation, c'est que finalement, il y a une telle évolution à partir des années 2000 qu'on ne voit pas très bien ce qui se passe entre 1980 et 2000, ici. D'où l'idée de séparer en 2 diapositives. On va d'abord traiter de 1980-2001. Ça permet de mieux voir l'évolution sur la première partie de la période. Et globalement, je vais aller assez vite. J'ai mis quelques événements marquants de cette période. Je ne vais pas trop développer, on pourra toujours y revenir dans les questions ensuite. Mais globalement, vous voyez qu'il n'y a pas eu une évolution très, très forte pour les 2 championnats au départ. Et à partir de 1992, donc c'est la création de la Première Ligue anglaise, la sécession avec les autres divisions inférieures, l'arrivée de Sky sur le marché, donc Sky, l'opérateur télé majeur pour la retransmission de la Première Ligue anglaise, qui est apparu en même temps. Finalement, là, on commence à avoir des progressions importantes en termes de droits télé pour les 2 pays. Et vous voyez finalement, l'Angleterre en 1997 semble avoir pris un avantage conséquent sur la France, mais assez rapidement derrière, la France revient à peu près au même niveau. Donc, en 2001, on n'a pas une évolution, on n'a pas eu des différences très marquées. Alors, ça change un petit peu en 2001, justement, sur le contrat 2001-2004 pour la Première Ligue anglaise, où là, la différence se fait avec la Ligue 1. Le problème, c'est qu'en Angleterre, à ce moment-là, Sky se retrouve tout seul sur le marché. C'est-à-dire qu'ils ont tué la concurrence. Donc, évidemment, pour le deal 2004-2007, ils sont tout seuls. En fait, vous voyez qu'il n'y a pas de baisse des droits télé en 2004-2007 pour la Première Ligue anglaise, mais c'est uniquement parce qu'il y a plus de droits télé internationaux. Sur le plan national, ça a légèrement diminué, parce que Sky était tout seul sur le marché. Alors c'est le moment, 2004-2005, les fameux 600 millions d'euros de Canal+, dont on a beaucoup parlé en France fin 2004, quand
l'accord a été conclu. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que les 600 millions d'euros ne se répercutent pas exactement sur le graphique, pour la simple et bonne raison qu'une partie est allée sur les clubs de Ligue 2 et pour le sport amateur, donc ce n'est pas uniquement pour la Ligue 1. Mais bon, à ce moment-là, la France était assez proche. 2005, 2006, 2007, encore assez proche de l'Angleterre. Après, ça a été complètement différent. On a stagné en France, non seulement parce que Canal+ n'a pas vraiment fait monter son chiffre d'affaires, et également parce que la concurrence, finalement, n'a pas été si forte que ça. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas eu de concurrence. Il y a eu Orange, il y a eu également beIN, mais la concurrence n'a pas non plus été très farouche. À l'opposé, au Royaume-Uni, la concurrence est revenue pour Sky, donc à partir de 2006-2007, et surtout les droits télé internationaux ont continué à monter, même de manière vertigineuse. Ce qui explique la progression très forte pour la première ligue anglaise, qui a été continuelle. Contrairement à ce que pourrait indiquer le graphique, j'ai transformé les livres sterling en euros. Il n'y a jamais eu de baisse en réalité en livres sterling. C'est uniquement la parité pound-euro qui explique que 2008-2009, il y a une baisse des droits télé pour l'Angleterre. Mais en réalité, en livres sterling, c'est resté continuel. Et surtout, vous voyez une progression qui ne s'est pas démentie, à la fois grâce à l'international, mais également l'arrivée sur le marché de British Telecom, qui est une grosse compagnie et qui a amené encore plus de concurrence pour Sky. Alors, au-delà de cet aspect descriptif, c'est intéressant d'essayer de réfléchir sur les causes. J'en ai donné quelques-unes, mais il reste à les valider statistiquement. Alors, une vue d'ensemble de variables explicatives potentielles, je pense que c'est important d'avoir en tête qu'elles peuvent être reliées entre elles. Alors, vous verrez, c'est légèrement différent de ce qu'il y a dans le résumé sur la version imprimée. Donc, en gros, je pense que vous avez bien compris, la concurrence entre chaînes est un facteur clé. Également, le chiffre d'affaires du principal téléviseur. Je vais y revenir. Le nombre de matchs télévisés, a priori, plus vous allez pouvoir téléviser de matchs, plus vous êtes prêt à proposer d'argent. La compétitivité continentale, le ranking UEFA. On préfère quand même avoir des équipes fortes sur le plan européen, ça atteste de la qualité. La qualité des joueurs domestiques dans la Ligue, donc ça c'est une hypothèse de collègues, Gretton et Solberg, qui établissent en fait que les personnes qui regardent la télé préfèrent des joueurs domestiques. Donc on va essayer de voir si ça se vérifie. Pourcentage de joueurs étrangers. Alors ça peut à la fois amener des stars dans le championnat et aussi intéresser des marchés à l'international. Le arrêt Bosman, donc le fait qu'il y ait moins de quotas de nationalité, on peut s'attendre à ce que ça soit lié d'ailleurs avec le pourcentage de joueurs étrangers. Donc c'est pour ça que je disais que les variables pouvaient être liées entre elles. Une grande affluence dans les stades, ou plus généralement la qualité des stades, avec l'idée que les chaînes télé vont être plus intéressées pour pouvoir diffuser des matchs avec des foules bien fortes qui vont créer de l'ambiance, donc c'est plus télégénique. La capacité aussi à générer des revenus au-delà des droits télé. C'est-à-dire que les chaînes télé, à un moment donné, ne vont pas vouloir être seules à financer la réussite économique et donc sportive des ligues. Et enfin, l'indépendance, qui a été obtenue par la Première Ligue en 92. C'est-à-dire que les droits télé distribués par la Première Ligue reviennent uniquement aux clubs de droits télé. Il peut y avoir une petite solidarité résiduelle, mais le gros revient aux droits télé, à la Première Ligue anglaise, ce qui n'est pas le cas en France, et ça a été un peu l'objet de discussion cet été sur le fait que les clubs de Ligue 1 veulent faire sécession avec les clubs de Ligue 2 et devenir indépendants. Alors, quelques corrélations entre le montant des droits télé et ces variables explicatives pour vérifier s'il y a bien un lien significatif entre elles. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que d'un point de vue statistique, ce n'est pas forcément très robuste dans le sens où on n'a que 27 observations. C'est-à-dire qu'il y a eu que 13 changements, que 13 différents montants de droits télé pour l'Angleterre, 14 montants différents pour la Ligue 1 en France. Donc évidemment, je ne vais pas créer des données pour en avoir plus. Je suis obligé de faire avec les données existantes. Ce qui est intéressant, c'est globalement, quasiment tous les variables explicatives potentielles ont effectivement un impact significatif, positif et fort sur le montant des droits télé. Deux exceptions près. Alors, deux exceptions, je vais d'abord peut-être juste faire une petite note sur le ranking UEFA. Il y a un signe moins. Mais en fait, ce signe moins signifie un impact positif, parce qu'il est mieux d'être premier au ranking UEFA que deuxième ou que troisième. Donc, plus vous allez baisser votre chiffre, plutôt 1 que 2 que 3, plus les droits vont monter. C'est pour ça qu'il y a un signe moins. Mais il y a bien un lien positif entre performance européenne et montant des droits télé. Après, je vais m'attarder sur celles qui ne sont pas significatives. Le nombre de matchs en direct, ce n'est pas significatif. En France,
très rapidement, on a eu 380 matchs, dans les années 95-96, tous les matchs étaient diffusés. Après, on a eu une augmentation des droits télé, alors même que le nombre de matchs est resté constant et même a légèrement diminué de 97 à 2002, puisqu'il n'y avait que 18 clubs au lieu de 20, donc 306 matchs au lieu de 380. Par contre, si on isole la première ligue anglaise, donc évidemment, on n'a que 13 données, mais on peut voir un lien très fort, positif et significatif. Plus intéressant, peut-être, c'est la variable à éliminer finalement. C'est la qualité des joueurs domestiques dans la ligue. Pas significatif. Et si on isole la Ligue 1 française, on a même un signe négatif, qui n'était pas attendu celui-là. Alors l'interprétation qu'on peut fournir, c'est que finalement, notamment après la Coupe du Monde 98, on a eu une forte hausse des droits télé, alors même que c'est peut-être le moment où on a eu de moins en moins de joueurs français, les meilleurs joueurs français, dans le championnat français. C'est-à-dire que les Zidane, Djorkaeff étaient dans les championnats étrangers. Mais cela dit, il y a eu quand même eu un regain d'intérêt du public français pour la Ligue 1 française. Et Canal+, avec aussi aidé par la concurrence de TPS à cette période-là, a mis plus d'argent. Donc là, on a un lien négatif. Peut-être parce que finalement, l'hypothèse que le public veut avoir les joueurs dans le championnat ne se vérifie pas. Il n'y a peut-être pas un lien direct. Je vais juste m'attarder un petit peu sur la variable qui a la corrélation la plus forte, à savoir le chiffre d'affaires de la principale chaîne télé. Et une comparaison entre Sky, donc l'opérateur au Royaume-Uni et aussi en Irlande, qui s'est internationalisé, mais là je prends en considération que son chiffre d'affaires sur le territoire Royaume-Uni-Irlande, et Canal+. Et finalement, on est passé en 90-91 à la création de Sky, d'un différentiel de 7 fois plus de chiffre d'affaires pour Canal+ par rapport à Sky. En fin de période, vous voyez, on est à 5,5 fois plus pour Sky. Et finalement, Canal+ a stagné assez rapidement. Sky a une progression vertigineuse, là encore ininterrompue. Le seul moment où il y a des baisses, c'est la même explication que tout à l'heure, c'est uniquement parce que le pound, la livre sterling, a perdu de la valeur par rapport à l'euro. Mais sinon, en livre sterling, il y a une augmentation continuelle et vraiment impressionnante. Alors, je vous avais dit qu'il y avait également des liens potentiels entre les variables explicatives du montant des droits télé. Effectivement, ça se vérifie. Bon, notamment, ce n'est pas très surprenant, mais l'arrêt Bosman, il y a une corrélation très forte avec le pourcentage de joueurs étrangers, ce qui est assez logique. Vous pouvez attirer plus de joueurs étrangers, donc il y a une conséquence directe. On voit également la corrélation la plus forte, c'est celle avec le chiffre d'affaires et le pourcentage de joueurs étrangers. Ce qu'on peut penser, c'est qu'il y a eu de plus en plus de stars étrangères dans le championnat, et donc ça a permis de développer un spectacle de meilleure qualité, donc un plus gros chiffre d'affaires, avec une sorte de cercle vertueux. Je vais te dire vertueux, peut-être que Vladimir dirait plutôt vicieux en termes de gouvernance, ça sera pour les débats peut-être, mais vertueux pour la première ligue anglaise notamment, où il y a eu toujours un meilleur spectacle, plus de stars, plus d'argent, donc plus de chiffre d'affaires pour la chaîne, qui était prête également peut-être à mettre d'autant plus d'argent dans le produit, et la concurrence aidant, une surenchère au niveau des droits télé, qui peut expliquer en partie les montants des droits télé pour la première ligue anglaise. Je pense que j'étais assez rapide, et du coup je vais avoir du temps pour cette diapo qui à mon avis mérite d'être expliquée, parce que vu comme ça, je pense qu'elle est à peu près incompréhensible et illisible. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on va partir du haut de la slide, des 4 déclencheurs, ce qu'on peut appeler des éléments déclencheurs, pour expliquer le succès de la première ligue anglaise. Ce qui est important, c'est que si j'avais à résumer, en gros, c'est de dire qu'il y a une influence positive du fait d'être devenu indépendant, du fait que les droits télé vont venir que pour les clubs de première ligue, mais également un environnement domestique européen qui a favorisé les droits télé, et l'internationalisation. Alors l'internationalisation, je ne vais pas prendre en détail, parce qu'il faudrait une présentation à part entière juste pour ça, mais évidemment, elle est existante. Alors, 4 éléments qui, au départ, sont vraiment importants. C'est le retour des clubs anglais dans les compétitions européennes, après avoir été bannis pendant 5 ans, suite au drame du Heysel en 85. Donc évidemment, retour dans les compétitions européennes, ça veut dire plus d'enjeux dans le haut du tableau pour des qualifications dans les compétitions européennes, donc plus de prix sportifs, donc a priori des matchs plus intéressants, et donc comme vous voyez, potentiellement plus de matchs à diffuser pour les chaînes télé, parce qu'ils sont plus intéressants. Le rapport Taylor, alors ça c'est également lié à un drame dans un stade, à Hillsborough en 89. Donc il y a un rapport qui a été commandité. La conclusion, c'est qu'il fallait faire uniquement des stades avec des places assises. Donc ça a permis d'améliorer les stades en Angleterre et plus généralement au Royaume-Uni,
Donc avec l'idée qu'en 94-95, tous les stades devaient être avec des places assises uniquement. Donc ça a permis d'améliorer les stades, ça a favorisé de meilleures affluences, ça a favorisé également l'organisation de l'Euro 2016, l'Euro 96, pardon, mon côté français qui promeut l'Euro 2016 en France. Donc là, c'est bien l'Euro 96 pour l'Angleterre, qui a également favorisé de meilleures affluences, parce que généralement dans la littérature, en économie, on voit qu'il y a un impact positif d'un grand événement sur le championnat national. Donc plus d'affluence, potentiellement des matchs avec plus d'ambiance, plus de foule, donc ça peut être intéressant pour les télés également. Après, toujours en haut, l'indépendance. En 92, et vous voyez, vous avez une flèche avec Sky, l'opérateur Sky, qui va dans les deux sens. Dire que le fait que des clubs anglais veulent l'indépendance, donc c'est arrivé aux oreilles de Sky qui s'est dit faut les pousser là-dessus. Donc finalement, Sky a été intéressé parce que des clubs voulaient devenir indépendants, mais a également poussé ces clubs à aller au bout de leur projet, devenir indépendants. Donc il y a eu une sorte de... les deux se sont retrouvés là-dessus, la Première Ligue et Sky. Et donc l'indépendance, qu'est-ce que ça veut dire? Plus d'argent pour les clubs de Première Ligue, donc des clubs meilleurs, donc un meilleur ranking UEFA, surtout qui repartait de zéro en 90. Après 5 ans sans être dans les compétitions européennes, ça veut dire que vous partez de zéro, puisque c'est calculé sur 5 ans. Sky a amené plus de compétition, plus de concurrence entre chaînes télé, donc là encore, plus d'argent pour les clubs. Et finalement, il y a ces phénomènes-là au départ qui ont été entretenus par d'autres décisions. Donc l'arrêt Bosman, plus de joueurs étrangers, donc possibilité de s'internationaliser, d'avoir des stars dans le championnat, meilleure qualité des joueurs. Également les transformations au niveau européen, la nouvelle Ligue des champions. Au départ, un seul champion par pays, on est passé à 4, jusqu'à 4. Donc l'Angleterre très, très rapidement a profité de ça. Ça a créé encore plus d'enjeux sportifs. Donc on va revenir ici, plus d'enjeux sportifs, donc des matchs plus intéressants. Vous voyez, vraiment une sorte de cercle vertueux. Également, quand il y a eu la nouvelle Ligue des champions en 99, il y a également plus d'argent redistribué par rapport au marché télévisuel national. Et là, ça a clairement favorisé les clubs anglais. Donc le nouveau TV pool, ce qu'on appelle le partage par rapport au marché. Donc là encore, plus d'argent pour les clubs de Première Ligue. À un moment donné, vous avez vu un peu plus tôt qu'entre 2001 et 2004, Sky s'est retrouvé tout seul sur le marché. Et du coup, pour 2004-2007, il y a eu une baisse des droits télé nationaux. Or, la Commission européenne s'est inquiétée de cette situation et a dit au moins un lot doit revenir à un autre opérateur. Donc ça recrée de la concurrence, et ce qui explique en partie le fait que les droits télé nationaux en Angleterre sont repartis à la hausse, au Royaume-Uni sont repartis à la hausse. Et enfin l'arrivée de BT, comme je vous l'ai dit, British Telecom, une grosse compagnie qui a amené encore plus de concurrence, et une concurrence vraiment très forte. Donc vous avez pas mal d'ingrédients pour expliquer la réussite de la Première Ligue anglaise. Maintenant, pour conclure, je vous avais dit que peut-être ça serait un petit peu provocateur, et là j'essaye juste de mettre des indices, des éléments qui pourraient amener une évolution dans le système. Ce n'est pas une opinion personnelle, c'est juste des éléments qui amènent. Il ne s'agit pas de dire que je suis en faveur ou contre ça, mais c'est juste montrer que peut-être il se passe quelque chose. Alors, première hypothèse serait qu'en 2019-2020, on continue de monter au niveau des droits de télé de la Première Ligue anglaise et ça devient un numéro 1 dans le monde, c'est-à-dire devant le football américain. Mais peut-être qu'on n'aura plus de Première Ligue anglaise en fait. C'est très fort et très provocateur, hein. Mais bon, c'est un petit peu le sens des débats. Peut-être que finalement la Première Ligue anglaise, compte tenu de sa situation à l'heure actuelle, peut pousser pour la création d'une Super Ligue européenne. Donc c'est un peu une idée qui existe depuis longtemps en Europe, depuis une vingtaine d'années. En 1998, il y a eu ce projet qui a amené notamment la transformation de la Ligue des champions en 1999. Ça a été un peu rangé dans les cartons, même si de temps en temps on en a reparlé. Il y a quelques éléments à l'heure actuelle qui peuvent laisser penser qu'on n'est pas loin de cette situation. Donc déjà, je crois que c'est Rummenigge qui en a parlé en janvier, donc qui a remis ça en disant qu'aujourd'hui, par rapport aux écarts de plus en plus grands entre les grosses équipes et les plus petites équipes, ça pouvait faire sens d'avoir une Super Ligue européenne. Et puis, il y a Sky, l'opérateur Sky. Je pense qu'il ne faut pas le perdre de vue, celui-là. C'est le principal diffuseur de la Première Ligue anglaise au Royaume-Uni. Il diffuse également la Ligue espagnole au Royaume-Uni. Mais il est également diffuseur des championnats allemands et italiens, je pense sous le couvert de Marcus, pour le championnat allemand, en Allemagne et en Italie. Donc il a vraiment du pouvoir et potentiellement peut-être peut traiter avec les meilleurs clubs en direct en disant l'argent que je distribue à l'ensemble de la Ligue, peut-être qu'on pourrait le distribuer que sur les 2-3 clubs principaux de ton championnat. Alors Sky en plus, ils ont perdu la Ligue des champions. Donc sur 2015-2018,
au Royaume-Uni et en Italie, plus de Ligue des Champions pour Sky. Donc peut-être qu'ils l'ont un petit peu mauvaise par rapport à British Telecom qui leur a récupéré les droits de télé au Royaume-Uni, peut-être par rapport à l'UEFA qui lui a pas attribué les droits. Ce qu'il faut voir également, c'est que finalement l'UEFA, la Ligue des Champions, le pouvoir aujourd'hui en termes de droits télé est pas énorme par rapport à la Première Ligue anglaise. Vous avez 2 fois plus de droits télé en Première Ligue qu'en Ligue des Champions cette année. Et avec les nouveaux contrats qui vont démarrer pour la saison prochaine en Première Ligue anglaise, on pourrait même être sur un rapport de 1 à 3 en faveur de la Première Ligue anglaise. Donc d'un championnat domestique par rapport à la compétition continentale. Donc ça laisse penser que Sky, à la fois ils ont une position idéale sur le marché européen. En plus, comme ils n'ont plus la Ligue des Champions, ils pourraient vraiment avoir une incitation à pousser pour la création d'une Super Ligue européenne. Et comme en plus les clubs, les gros clubs semblent assez favorables à cette idée, on peut vraiment être sur et c'est finalement la conclusion de cette slide et de ma présentation, sur un tournant du football européen masculin, avec peut-être vraiment une situation aujourd'hui qui pourrait tendre vers une Super Ligue européenne. Je vous remercie de votre attention. Une nouvelle fois, c'est pour amener du débat. Et donc, j'espère qu'il y aura quelques questions. Merci.